Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sylvie. Sylvie, peux-tu te présenter ? Oui, avec plaisir, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience qui est la mienne aujourd'hui en tant que formatrice, puisque je propose essentiellement des formations individualisées. Donc, je suis à la fois coach en évolution professionnelle, en posture professionnelle, et formatrice, un peu plus précisément sur les thématiques qui tournent autour du management, de la communication interpersonnelle et tout ce qui va favoriser l'efficacité professionnelle. D'accord. Et tu veux nous parler de quoi alors ? Par quoi tu veux commencer ? Dire que ce qui m'a amené à concevoir et à privilégier finalement des formations individualisées, c'est lorsque je me suis rendu compte dans des situations de formation en collectif, de la nécessité finalement de prêter attention, alors comme on le fait bien évidemment à chaque fois, à tous et à chacun, Oui. et en quoi mes outils, ma posture de coach m'amenait à chaque fois à creuser un petit peu plus les situations. Malheureusement, lorsqu'on est en collectif, on a un programme à tenir, on a besoin de tenir compte de l'évolution du groupe, et la posture de coaching, les outils de coaching n'étaient pas forcément potentialisés au maximum. Ok. Et puis, je dirais aussi que c'est la rencontre avec des demandes spécifiques, et les demandes émanant principalement de managers de proximité qui se retrouvaient en difficulté dans des situations d'évolution professionnelle, avec une expertise métier, bien évidemment, mais des difficultés dans la relation humaine avec leurs équipes. D'accord. Tu as des exemples de difficultés qu'ils pouvaient rencontrer ? Oui, ça peut être des difficultés, je dirais, liées à la légitimité d'un collaborateur qui passe, d'une personne qui passe d'un statut de collaborateur à un statut de chef d'équipe, par exemple. Où là, on va devoir aborder aussi les notions d'autorité, de posture, de légitimité, et ce qui va induire derrière aussi une autre manière de communiquer avec les équipes. Donc ça, c'est, je dirais, le schéma le plus courant, finalement. D'accord. Oui, Ouais, je disais d'accord. Je comprends mieux. oui. Et puis des situations de prise de poste aussi. C'est-à-dire que souvent, la prise de poste, qui est ou non une évolution hiérarchique, ça dépend des situations, une prise de poste va pouvoir déclencher chez la personne des baisses de confiance, des questions en tout cas autour de la confiance en soi. Il y a des blocages qui peuvent être identifiés, il y a différentes difficultés qui émanent, des doutes, est-ce que je vais être capable, comment je vais m'y prendre, etc. Et c'est vrai que cette notion de prise de poste m'a amené aussi à proposer un temps de formation individualisé. D'accord. Tes demandes, elles sont de la part de la structure, de la part de la personne. Comment ça se passe ? J'ai envie de dire les deux. Souvent, c'est la structure qui se rend compte que son manager rencontre des difficultés ou n'est peut-être pas dans la pleine possession de ses missions et de son rôle. Ou alors un manager qui s'apprête à prendre un nouveau poste et qui se dit mais je suis pas sûr d'y arriver, mais j'en ai envie, mais je me pose plein de questions. Et puis c'est un mélange entre j'ai besoin de me perfectionner sur les grandes thématiques du management, mais aussi moi, où est-ce que j'en suis. C'est un peu aussi un espèce de bilan personnel.
et qui va venir croiser une envie d'évolution. Et quand tu rencontres cette demande, ça se passe comment? Comment vous mettez en œuvre? Comment ça se passe? Il y a tu fais une évaluation, tu fais des observations, tu fais comment? Ça commence assez simplement par un échange où très très vite, j'arrive, grâce justement à ma posture de coach et à ma formation, à détecter la demande qu'on appelle la demande implicite, hein, qui est cachée derrière la demande explicite, c'est-à-dire ce qui va poser véritablement problème à la personne. Et c'est là où finalement cette question du coaching va être très très utile derrière et en toile de fond et derrière la posture de formatrice. Ce qui va me D'accord. permettre, pardon, Oui, oui, vas-y, je t'en prie. va me permettre d'élaborer véritablement un programme sur mesure. D'accord, on a assez tendance à opposer un petit peu la dimension de la formation où on est à côté de la personne, où elle grandit à son rythme, et la posture du coaché qui est on l'emmène d'un point A à un point B. Comment tu fais pour articuler les deux? Est-ce qu'il y a des difficultés d'abord à le faire? Et comment tu fais? Alors, je ne rencontre pas spécialement de difficultés, c'est plutôt une autre manière de travailler. Et pour repréciser, on peut définir le coaching, il y a plein de façons de le définir, mais il y en a une que j'aime bien, qui est simple, qui est de dire c'est accompagner la personne là où elle en est, donc aujourd'hui, à son rythme, vers là où elle souhaite aller. Donc c'est bien évidemment, dans le cadre de la formation, on a préétabli des grands objectifs, etc. Mais l'intérêt d'une formation sur mesure, c'est de préciser au fur et à mesure du parcours, au cours de la formation, de préciser finalement les objectifs à atteindre. D'accord, on est dans une dimension agile où on ne suit pas une ligne droite, où on va en fonction des attentes, des besoins, réaligner l'offre d'accompagnement, soit sous forme de formation, donc soit sous forme de coaching. Complètement. C'est D'accord. parfaitement résumé. Comment, on parlait tout à l'heure d'implicite, hein, comment les gens réagissent face à quelque chose, en gros, qu'ils n'auraient pas forcément conscientisé? Tu peux leur dire effectivement il y a un problème. Toi, quand tu viens nommer le problème, qu'est-ce que c'est un petit peu le comportement que tu rencontres? Alors déjà, ce n'est pas moi qui nomme le problème. C'est-à-dire que c'est l'approche. Donc l'idée, c'est plutôt d'utiliser des situations spécifiques du quotidien professionnel de la personne, voire du quotidien personnel si c'est nécessaire, puisqu'on parle bien de la personne, certes en situation de travail, mais c'est la personne dans ses mécanismes de fonctionnement. Et à travers une situation, on va pouvoir décortiquer, décrypter toutes les intrications, les mécanismes, tout ce qui se passe. Et à travers ça, la personne, on l'amène à comprendre et à identifier la problématique. Ça se traduit par quoi cette mise en situation concrètement? Qu'est-ce que tu fais faire? Alors, ça commence en général par un. Je travaille beaucoup en visuel. Hein, je dessine au paperboard. Vraiment, je dessine la situation, je nomme chaque élément, je situe. Donc, c'est vraiment un travail d'interaction avec l'apprenant qui va me décrire ce qui se passe, comment ça s'est passé, etc. Et en fonction de tous les éléments qui ressortent, on va ensemble identifier et nommer la problématique. Moi, je ne la connais pas spécifiquement, la problématique. Elle D'accord, émane du ressenti et du vécu de la personne. c'est bien ça. C'est bien parce que du coup, t'es pas clivante, tu renfermes pas dans des cases. Et alors, une fois que tu as fait entre guillemets, c'est un diagnostic, on pourrait dire là, hein, Oui, de ce tout qui se à fait. passe, comment ça se passe la suite? À partir d'un diagnostic, il va y avoir souvent des questionnements mélangés à des débuts de prise de conscience, où la personne va se dire ah ben oui, peut-être j'aurais dû, peut-être si j'avais fait ça, ou si voilà. Il commence à introduire ce qu'on appelle de la souplesse dans le système, vraiment de la flexibilité cognitive. Donc ça, c'est le jargon des coachs. Hein. Mmh. Et à partir de là, on va commencer à élaborer ensemble des pistes de solutions. D'accord. Flexibilité cognitive, ils entendent quoi les coachs quand ils utilisent ce terme? C'est-à-dire que on va
rendre un peu plus souple la vision, la perception qu'a la personne de la situation. D'accord. Et tu t'y prends un peu comment là pour faire ça? Enfin, dans les grandes lignes, hein. Ben, c'est les outils du coach, c'est-à-dire le questionnement Ouais. spécifique. Il y a des questions qu'on appelle des questions puissantes, qui vont aller précisément toucher les dimensions qui dysfonctionnent, non pas dans la personne, mais dans la relation que la personne entretient avec la situation. Il y a les questions, je disais, les questionnements, mais il y a aussi des recadrages. Tous les outils qui vont faire que la personne qui voit, par exemple, une situation, elle la voit bleue, et ben moi, mon objectif, ça va essayer de lui dire, mais si cette situation, elle était bleu clair, ça serait comment pour vous? Et si elle était bleu foncé, ça serait comment pour vous? D'accord. Enfin, là, tu pars vraiment de ce qu'ils ont et tu mets de la variabilité. En vérité, tu les projettes dans un autre possible. C'est ça. Exactement. C'est le C'est ça. principe. Oui. Il y a adhésion des gens dans ce changement. Ça résiste un peu. Ça se passe comment en général, globalement, hein? Toujours. Ben, je dirais que si on ne force pas le rythme de la personne et si on est dans une pleine écoute, on n'arrive pas à l'adhésion tout de suite. On arrive au questionnement. La personne se voit un peu bousculée et se dit ah bah oui, ah. Donc on est au début de la prise de conscience. Elle réalise que d'autres chemins sont possibles, d'autres perceptions sont possibles, d'autres cheminements sont possibles. Et c'est ça notre travail de coach. Et à ce moment-là, tu vas chercher un consentement pour dire, eh ben, écoutez, si vous le permettez, on va aller étudier ces différentes pistes. C'est ça un peu? Je vais lui demander quelle est la piste qui lui semble la plus pertinente pour elle, celle dont elle se sentirait capable. C'est Mmh. là où on n'est pas en train de lui donner la marche à suivre. On est plutôt en train de l'inviter à choisir la meilleure option pour elle. Ça, c'est bien ça. Des fois, tu as recours à des jeux de rôle ou à l'observation de situations réelles de management. Tu peux avoir enfin, je sais pas si on peut appeler ça ces outils, mais ces façons de faire. Je dirais que c'est en permanence, c'est vraiment notre outil de travail. Donc c'est une alternance entre, souvent je fais un peu un apport théorique sur une thématique, et puis après on vient la comparer, en tout cas la mettre en regard de la situation réelle, ou inversement, on part d'une situation, on nourrit ensuite de théorie, et on vient vraiment utiliser après une situation spécifique qui a posé question ou problème, une situation qui va arriver que l'on redoute. On peut Oui. avoir des situations passées ou des situations futures. C'est quoi le genre de choses qu'on redoute, par exemple? Mais on redoute l'arrivée d'un nouveau collaborateur, on redoute l'arrivée d'un chef, d'un nouveau N+1. Mm. Voilà. On redoute, je sais pas, ça peut être une question de réorganisation de service, ou un projet qu'on doit mettre en œuvre, et puis on ne sait pas comment les collaborateurs vont réagir. Tout ce qui va être une situation dans la grande famille du changement. Je me pose une question. On parle bien sûr d'interaction, et quand on parle de management, imagine, moi, on va dire, je suis un petit peu rigide dans ma façon de faire les choses. Je suis avec mon équipe. Et à la demande de ma direction, conjointement avec ma volonté, je décide d'assouplir cette posture grâce à, à une formation et un accompagnement individualisé. Comment réagissent les gens qui sont en interaction avec moi, c'est-à-dire mon équipe, qui me connaissent sous une facette? Comment on peut préparer un terrain favorable pour pas qu'on parte de préjugés, d'actions qui viennent d'actions certainement observées, vécues? Tu rencontres des problématiques à ce niveau-là? Je suis pas sûre d'avoir compris la question, Laurent. Moi, je décide de changer en tant que manager parce que je suis un peu rigide. Et puis tout d'un coup, bah, je fais ce changement, mais mon équipe me connaît, elle sait qui je suis, elle a déjà des préjugés. Le fait que moi, je veuille changer, comment c'est perçu et comment ça interagit avec, bah, entre guillemets, mes tiers dépendants, là, qui seraient mes collaborateurs? Parce qu'on modifie qu'un paramètre là dans la communication. C'est vrai. Donc là, je vais entrer un tout petit peu dans l'apport systémique.
La vision systémique est venue nous dire dans la question des relations et des groupes humains et des fonctionnements des groupes humains, c'est venu nous dire qu'un groupe humain est un système et qu'à partir du moment où un élément du système, tout le système s'en trouve modifié. Oui. Voilà, donc c'est le principe que tout est interaction, tout est communication. Donc je dirais qu'il y a plein de façons d'aborder ce sujet, mais sans être trop théorique. C'est juste de dire, d'une part, le manager qui va en formation, l'information, elle passe déjà dans la tête des collaborateurs. Ils savent que le manager est parti en formation. Donc plutôt que de laisser du flou, c'est de mettre de la clarté, de la transparence, de dire, voilà, je suis parti en formation sur tel sujet, pour telle raison, et on parle de la finalité. La finalité, c'est que la collaboration soit plus efficiente, que l'ambiance soit plus agréable, etc. Donc on va parler des objectifs et on va ramener, je dirais, l'ensemble de l'équipe sur les objectifs communs. Qu'est-ce qu'on souhaite tous ensemble? Et le manager pourra dire, moi pour ça, je suis allé chercher un accompagnement sous telle forme qui me permettra d'avancer sur tel ou tel sujet. Et avec vous, voilà ce que ça peut produire aujourd'hui. D'accord. On embarque l'équipe, en fait. Ouais, tu nous as parlé plusieurs fois d'objectifs. Tu peux nous parler un peu plus profondément d'objectifs? Alors, comme tout formateur qui clarifie finalement une demande avec des objectifs de formation, donc il y a plusieurs objectifs, mais je dirais que l'objectif principal, c'est ce à quoi doit produire l'objectif pédagogique, c'est quelle capacité, qu'est-ce que le collaborateur doit savoir faire à la fin, et l'objectif, il est central, quel que soit l'endroit où on se situe. C'est notre guide, c'est ce vers quoi on tend, et c'est notre raison d'être. C'est ce pourquoi on est venu en formation, et c'est ce pourquoi après, on va mettre en œuvre des choses au sein de son équipe. Donc l'objectif, c'est c'est notre guide, c'est notre fil rouge. Dans l'élaboration de l'objectif, qui sont les intervenants? C'est-à-dire, il n'y a que toi, c'est l'entreprise, ça se négocie, ça s'impose, ça se passe comment? C'est quoi? Je dirais c'est dans le premier échange qu'on a avec le commanditaire, qui a identifié quelque chose et qui arrive avec une demande. Donc nous, on a à clarifier les besoins, quels sont les besoins qui sont identifiés dans l'équipe, dans la structure, dans l'entreprise, ce qui va se traduire en objectif global de formation et se décliner ensuite en programme, en scénario pédagogique, en indicateurs, en objectifs pédagogiques qui vont ensuite être évalués. Ok, oui, évidemment. Bah oui, c'est parce que quand c'est pas évalué, c'est pas une formation, c'est de l'information. C'est important de le rappeler. Voilà. Ton manager, on a compris tout à l'heure que c'est à son rythme, tout ça. On peut pas donc décider, comme une formation, de dire que ça commence mardi, que ça finit jeudi prochain. Par contre, là, tu es obligé, toi, d'adapter ce temps pédagogique qui doit intégrer à la fois des éléments de connaissance, d'interaction, mais surtout une maturation. Ça se passe comment, cette gestion de ce temps pédagogique que tu leur proposes? Alors, le principe, et ça demande effectivement beaucoup d'agilité, c'est qu'on a une trame de programme qu'on va balayer. Je vais illustrer, par exemple, on va aborder la question de la délégation. En fait, on prend chaque item et en fonction de ces items, l'apprenant va me dire ça c'est ok, moi j'ai pas de questions là-dessus, par contre sur tel thème j'aimerais travailler. Donc c'est là où on adapte à chaque fois. Et dans le temps qui nous est imparti, on réopère des priorisations à chaque séance. Il t'arrive de mettre le point sur, tu sais, moi je te dis, ah ouais, mais je voudrais bien, ouais, non, mais moi je voudrais bien faire ça et tout ça, et puis toi tu me dis, ah bah écoute, oui, tu sais, on pourrait aussi travailler sur le ton, la façon dont on s'adresse aux gens. Tu vois, une préco qu'il a pas vue, c'est possible ça? Ah oui. Ouais. Oui. Et ça marche comment? Parce que j'essaie de trouver un petit peu les petits endroits qui coincent, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent profiter de cette expérience vrai terrain, quoi. Du coup, ça se passe comment?
Alors c'est à la fois lié donc par rapport au processus, c'est-à-dire que moi je décompose le programme soit en demi-journée, soit en journée, mais elles sont nécessairement espacées, soit d'une semaine, soit 15 jours. Ah, la maturation, donc là. Ouais. Donc il y a forcément une dimension très opérationnelle. Donc là aussi, on rejoint les attendus du coaching. Le coaching, c'est la mise en action de la personne. Et les objectifs, entre autres, c'est de la rendre autonome. Donc, à chaque session, à l'issue de chaque session, la personne, elle a des choses à mettre en œuvre, que ce soit de l'observation, de la mise en œuvre. Et à partir de là, on va débriefer la séance suivante sur ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc, on part toujours de est-ce que votre objectif est atteint? Ouais. Et Oui. à partir de là, s'il y a une situation un petit peu délicate, eh ben, on reprend le même mécanisme, on décortique et on voit où ça pêche. Et c'est là où la personne va se prendre conscience que peut-être il y a des éléments dans sa communication qui ne sont pas tout à fait ajustés ou adaptés. On a là réellement, c'est ce que tu proposes, c'est plus qu'une simple formation parce que là on touche vraiment à la personne, je dirais à son savoir-faire relationnel. C'est le fameux savoir-être, mais j'aime bien l'appeler comme ça moi. Mmh. Du coup, c'est pas un peu plus compliqué que d'apprendre une théorie et de la rebasculer là direct? Ça Quand on demande est beaucoup bah, d'énergie. ouais, on est sur de la posture doit changer, c'est important cette notion de posture aussi. Oui, c'est, je dirais, c'est une sorte de coaching long, Ouais. mais c'est d'autant plus passionnant que on co-construit en permanence le programme avec la personne. Ah. Tu sais, j'ai utilisé, j'ai construit plusieurs programmes dans le digital, moi. Et un jour, on me demandait comment je m'y prenais pour que tout le monde arrive à suivre. Je leur disais que je construisais un avion en plein vol. Je me retrouve bien dans ce que tu viens de dire. Oui, c'est tout à fait ça. En réalité, il n'y a que ça qui est efficace, mais ça nous oblige, nous, en tant qu'intervenants, à être hyper présents à ce qu'on fait. On peut pas se contenter de leur filer des génériques, tu vois. Faut adopter la dose au microgramme près à chaque fois. Oui. Mais c'est ce qui est passionnant et c'est ce qui surtout maintient leur intérêt fort dans cette interaction-là. Il t'arrive des fois de partir du manager et de te dire, bon ben voilà, lui il a fait un constat, il veut améliorer son savoir-faire relationnel et d'être dans l'obligation, enfin obligation, on s'entend, hein, d'associer et de dire, bah là il y a quand même deux collaborateurs qui, de par leur comportement, induisent dans cette fameuse systémie aussi ce qu'on pourrait reprocher aux managers. Ça arrive ça et de mettre en place conjointement des programmes d'accompagnement ou de coaching? Oui, ça arrive fréquemment, je vais pas dire à chaque fois, mais quand même dans 8 situations sur 10. D'une part parce que le manager, s'il a des pairs, hein, d'autres responsables de service qui n'ont pas vécu cette formation, va s'instaurer une sorte de décalage. Donc il y a des mécanismes d'incompréhension et de distanciation qui peuvent s'installer et ce serait vraiment dommage. Donc là, ça dépend de la maturité, de la capacité de la direction à entendre les besoins. Donc c'est sous forme de préconisation. Mais voilà, je ne me permets pas d'intervenir au-delà de la préconisation. Ouais, c'est Je peux normal. alerter sur les risques, Je vais te poser des questions qui peuvent paraître bizarres, mais tu coaches plus facilement. La demande, c'est des hommes ou des femmes? les deux. Carrément, ouais, les deux. Les plus Ouais. faciles à coacher, c'est lesquels? Euh, alors, si je devais faire une généralité, qui n'est pas Ouais, facile, je dirais que les demandes des hommes sont presque plus d'ordre, je vais pas dire technique, mais un peu. ça m'étonne pas. Je veux un peu une boîte à outils. Et les femmes vont plus être dans une dynamique, je veux changer. Ouais, ouais, la remise en question est pas la même en vérité. Non. Ouais, c'est vraiment ça. Mm. C'est vraiment nous ce qu'on vit dans les accompagnements qu'on fait où on applique beaucoup de sororité et on préfère accompagner les femmes parce qu'on trouve que le terreau est plus propice. On va dire ça comme ça, Justin. Mhm. Mais face à une offre que l'on fait qui est très, 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 très centrée sur les femmes, le constat, c'est qu'on a 50% d'hommes et 50% de femmes dans notre programme. Donc c'est super. Comme quoi, tu vois, effectivement, il n'y a pas de réalité dans tout ça.
Et dans l'articulation que tu fais entre la formation et le coaching, tu as donc une trame qui va s'appliquer en fonction de la problématique, qui va être un élément de, hop, là c'est de la formation, hop, puis ça va se transformer, enfin se transformer, l'étape d'après c'est plus un coaching. Comment tu fais pour que les deux s'embraillent bien là? T'as des techniques, il y a des techniques ou des choses comme ça à mettre en œuvre? Je dirais que c'est imbriqué, c'est pas je passe de l'un à l'autre, c'est imbriqué. C'est-à-dire que la manière dont je conçois mes modules, j'utilise bien sûr un diaporama, mais qui n'est qu'un support simplifié. Je vais tout de suite aller chercher dans l'interaction, dans le questionnement, où se situe la personne. Et en fonction, il y a aussi, j'utilise des outils que je pourrais pas forcément utiliser en collectif. Ça va être des questionnaires spécifiques. Je m'appuie beaucoup sur des auto-diagnostics. Par exemple, je vais aller diagnostiquer, je vais demander à la personne de remplir un questionnaire sur son intelligence émotionnelle. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est la capacité à vivre avec ses émotions et à en faire quelque chose de constructif. D'accord. Quand on est en situation d'équipe et quand on est en situation de collaboration tout simplement, mais encore plus quand on est manager, l'intelligence émotionnelle est une compétence attendue. Et nous sommes tous fondés sur un prisme un petit peu complexe, c'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a un peu demandé de laisser gentiment nos émotions à la porte avant d'entrer dans l'entreprise. Et on comprend maintenant depuis quelques années, et notamment avec les neurosciences, que c'est au contraire essentiel de travailler avec ses émotions. Oui, oui, moi j'ai des programmes où j'accompagne les gens dans des process du genre du manager au leader, Hmm. et on est vraiment dans cette dimension-là. Le leadership, c'est pas la même chose. Et du coup, on aborde d'autres thématiques là, je me retrouve bien dans ce que tu viens de dire là. Quand tu es en action comme ça, là, la question que je pourrais me poser, c'est bah, quand on est formatrice, le schéma, il est assez. Bon, le schéma qu'on voit le plus, c'est tu sais, t'es dans un centre de formation, les gens viennent. Toi, tu exerces en indépendante? Oui, je suis en indépendante et les formations sur mesure que j'ai au départ développées en tant que prestataire dans un organisme de formation, je les propose maintenant en direct auprès des entreprises et des structures. D'accord. Et concrètement, tu essaies de cibler des entreprises, tu te dis, tiens, bah là, à peu près, dans ce type d'entreprise, il y a tel type de management, on rencontre tel type de problème, je vais les alerter, leur faire peut-être un petit peu de, je sais pas comment dire, de l'information prévention, ça se passe comment? Un peu C'est comme une ça? question liée à la prospection et à comment c'est ça l'axe. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais, l'idée, c'est comment on détermine, parce que bon, les centres de formation, on les identifie très très clairement, hein, c'est pas dur, hein, nous, on est sur le département de la Charente tous les deux, on sait où aller. Mais par rapport aux entreprises, le choix, il est vaste, varié, tu fais comment, là, pour rentrer en contact? Parce que l'idée, c'est de rentrer en contact. Alors j'utilise beaucoup les réseaux professionnels, mais aujourd'hui, si je fais le bilan, c'est plus la recommandation qui émane du travail de réseau et des anciens clients qui m'amènent de la clientèle. Il se trouve que je suis depuis un an plus spécifiquement orientée vers le secteur médico-social et Ah, ok. sanitaire, ce qui n'était pas du tout un choix au départ et qui se révèle être extrêmement intéressant. Pour être plus clair, je travaille avec des centres pour handicapés ou des maisons de retraite, plus spécifiquement, avec un personnel en grande difficulté, Oui, principalement majoritairement féminin. oui. Oui, ouais. Et voilà. Et c'est là où je propose pas seulement de la formation individualisée, mais parfois que du coaching. Parfois, je complète en fonction de ce qui émane du coaching. C'est souvent comme ça. On identifie des besoins en formation. Et c'est là où c'est très pertinent d'avoir une offre sur mesure, parce que le parcours qu'on a fait en coaching me donne vraiment la matière et nous donne la manière pour décider de quel type de formation on va mettre en place.
Et ça, c'est extrêmement précieux en fait. Et c'est pour ça que dans certaines entreprises, après plusieurs coachings, je peux arriver avec une offre en disant, ben voilà, j'ai identifié ces problématiques communes et je peux vous proposer soit des formations individualisées, soit des formations en petits groupes, ce qui relève aussi d'une approche un peu différente. On entend que tu fais surtout de la formation, de l'accompagnement one-to-one, hein, face à face. Il y a des solutions pour, alors bien sûr, pour faire de l'inter-entreprise un petit peu, ou ça c'est possible vraiment que dans la formation, et là on quitte un petit peu ce domaine dont tu parlais, qui est vraiment cette individualisation, où on peut préparer un petit peu 4, 5, 6 éléments de différentes entreprises, entre guillemets les prêts préparés à une offre individualisée. Tu fais ça ou? Je le fais pas, mais ça serait possible. Ouais, tu vois ça comme une possibilité. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'innovation, de créativité à apporter dans ces domaines, hein, de l'accompagnement en général, hein. Je restreins pas forcément au domaine de la formation, parce que pour moi, tout est formation, hein. Oui, bah oui, on s'en apprend tout le temps, donc du coup on est formé automatiquement. C'est un petit peu notre dada en plus, la formation, donc nous ça tombe bien, hein, que tout soit formation et que ce soit permanent. Oui, parce que juste si on en revient à ce que ça veut dire, voilà, apprendre, hein, c'est découvrir quelque chose de nouveau qu'on va faire entrer en soi, qu'on va s'approprier. Pour moi, le coaching, c'est ça aussi au quotidien. C'est comment je vais découvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle vision, un nouveau regard sur une situation pour ensuite évoluer et faire changer, que ce soit mes pensées, mes émotions, mon comportement et ma relation à la situation. Et la formation, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment se accompagner sur ce parcours. Et si on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui les formateurs, ce ne sont plus des personnes qui apportent des connaissances, mais plutôt des animateurs, des passeurs, des facilitateurs, c'est en utilisant toutes ces compétences-là que j'anime également des ateliers collectifs, qu'on fait grandir les personnes et qu'on les conduit, on les amène vers l'autonomie. Qu'est-ce que tu fais par exemple c'est quoi un petit peu que tu proposes dans un atelier collectif? Ça dépend des besoins. Alors, ça se construit en fonction là aussi, hein. Je dirais que c'est une histoire, c'est un programme et des objectifs, mais il y a nécessairement un temps sur l'interconnaissance, c'est-à-dire mieux se connaître les uns les autres, moins se Oui, juger, oui, et là aussi créer du possible où les choses étaient parfois un petit peu fermées. Donc l'interconnaissance, on a les classiques, hein, qui sont autour des valeurs, tout ce qui va relever du sens en fait, hein. Quel sens à mon travail et quel lien je fais avec mes valeurs et avec les valeurs de l'entreprise, de manière à finalement venir nourrir les questions qui relèvent de la motivation pour enrichir tout ce qui permet la cohésion d'équipe et l'appartenance, hein, l'appartenance, etc. Ouais. Mm. demander aux entreprises quelle est leur vision, hein, être capable d'expliquer leur vision de manière à ce que les gens y adhèrent. Ça c'est un manque enfin, qu'on voit nous à l'observation des gens. Moi j'ai des gens qui travaillent dans la même entreprise, vous leur demandez ce qu'ils font, et en général ce qu'ils disent se résume à moi je suis secrétaire, moi je suis à l'accueil, moi je suis comptable. En vérité, non, la vraie mission, c'est de servir le client et de résoudre son problème. Chacun doit y concourir, chacun doit connaître cette mission. Ça permet d'aligner un petit peu les chakras de tout le monde. Et depuis l'accueil jusqu'à la direction générale, on doit être capable de dire ici, on aide les gens pour. Et vraiment créer cette vision. Enfin, c'est d'abord avoir une vision, mais surtout la partager, quoi. C'est ce qui va faire que les gens vont venir adhérer. Oui, et cet exemple est très juste. Je l'ai vécu encore pas plus tard que la semaine dernière avec une responsable d'un EHPAD qui a pour mission donc d'accompagner différents collaborateurs. Et à un moment de nos échanges, j'identifie qu'il n'y a jamais eu ce partage de vision. C'est un grand classique, hein. Moi, je veux dire, dans tout ce que je vois, dans toutes les entreprises où je vois, je dis toutes, hein, je crois que je peux même me risquer à dire toutes, hein, c'est très très rare qu'il y ait cette vision partagée. Alors, on va trouver ça dans des petites startups où tu as deux, trois têtes pensantes qui ont été obligées de partager ça, tu vois, et qui déjà donc les sèment, mais très, très souvent, on n'a pas ça, quoi. On n'est pas dans cette
On ne sait pas dire quel service en vérité ou quel problème on règle pour nos clients. Et ça, c'est déjà la première chose à mettre en ligne si on veut que les gens adhèrent à ce qu'on fait. Oui, et je me dis, c'est un terrain qui parfois est peu labouré parce que, et notamment dans des secteurs comme ça liés à la santé, des secteurs où il y a un profond humanisme, etc., où on estime que ça va de soi, en fait. On sait pourquoi Oui, on est là. Donc on va pas se le redire. ouais. Oui, et puis en plus, les gens qui sont là se sentent tous quand même habités d'une mission, hein. Oui, Quand ils te le disent, hein, être soignant, tu le deviens pas. Et ça, c'est un mot qu'ils te disent souvent, quoi. Ah non, mais être soignant, tu le deviens pas, hein. Si au départ, t'as pas l'empathie, si t'as pas le truc, t'y arriveras pas. Alors qu'en vérité, c'est probable, mais pas tout à fait vrai. mm, Dans tout ce que j'ai entendu là, il y a un point important que tu évoques, hein, c'est cette dimension de compétences transversales, de soft skills, tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu de comment, de ça justement, de ces soft skills là, parce que c'est de ça dont on parle en vérité depuis le début là. oui, Dis-moi. bien sûr, si c'est d'ailleurs le domaine de compétences qui est de plus en plus attendu, hein, au-delà des savoir-faire techniques du métier, et je dirais presque du quotidien. Ce qui va venir, entre guillemets, mettre de l'huile dans les rouages, c'est ce qu'on appelle les soft skills, hein, les compétences douces, alors dont la liste est assez longue, mais peut-être en retirer quelques éléments clés qu'on retrouve systématiquement. Parlerait d'adaptabilité, d'empathie, donc en lien avec la communication, bien évidemment, tout ce qui va relever de la créativité et puis du sens de l'organisation ou du sens du collectif. Et ces notions-là, elles sont centrales. C'est-à-dire apprendre à un manager à mettre en place une délégation, c'est très bien, mais si il le fait de la mauvaise manière, c'est-à-dire d'une manière inadaptée, trop directive, si c'est dans une dynamique qui va manquer d'écoute, manquer de dynamique collaborative, ça peut ne pas produire l'effet escompté, voire l'inverse. Oui. Oui, oui, ce fameux chef qui dit vas-y, vas-y, fais-le et qui contrôle tout au millimètre, tu sais, qui te laisse prendre aucune initiative, on en connaît Voilà, plein. tout à fait. Et du coup, dans le développement de ces soft skills, c'est pareil, tu leur demandes un petit peu ce à quoi eux s'attendent, ou quand même, à un moment donné, tu es obligé de leur donner un petit peu cette notion d'inventaire en disant, voilà, il y a tout ça qui existe, peut-être vous n'êtes pas forcément conscient. Comment ça se passe là, dans l'approche? Alors je passe. Alors bien sûr que récolte et recueille énormément d'informations dans les échanges et dans les situations. Donc ça, c'est vraiment le travail du coach. Mais il y a de toute façon les incontournables et les incontournables de la communication, vraiment les invariants de la communication et toute la dynamique émotionnelle. Ça, je dirais que aucune formation n'échappe à ça. Ouais, il ne peut s'en passer, c'est les fondamentaux, ça. Voilà. Après, le reste, c'est au cas par cas. Hein. Il y a parfois des choses, et même souvent des éléments qui sont bloqués, des freins, qui soient cognitifs ou plus émotionnels, mais il va y avoir des freins, et là, on va travailler sur les freins. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle ne s'autorise pas à faire ça, ou qu'est-ce qui fait que elle ne fait ça que de cette façon-là, parce que c'est la seule qu'elle connaît, alors qu'elle a beaucoup de possibilités à sa disposition. Donc là, c'est libérer la part créative de la personne, hein, tout simplement, qui va permettre d'être la plus ajustée possible. Moi, ma formation, globalement, c'est comment je vais ajuster tout ce que je mets en œuvre à la situation, au contexte et aux personnes Ouais, c'est pour ça. atteindre mon objectif. Hein. En synthèse, c'est quand même ça. Oui, oui, c'est la mise en situation opérationnelle. Exactement. Et du coup, on rattrape là la notion de compétence, dont moi j'ai une définition qui est assez simple, hein. La compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Voilà, Mhm. donc Mhm. ça c'est un vrai observable. Donc du coup, on retrouve bien ici les fondamentaux que tu proposes pour arriver à cette finalité, hein, tout compte fait. Oui. Comment, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé d'indicateurs. Ah, moi, je trouve ça intéressant, ta notion d'indicateur, parce on a parlé d'évaluation. Quels sont les genres d'indicateurs, quelles sont les unités de mesure que tu utilises pour valider l'atteinte des objectifs? Alors les indicateurs, je dirais, ils sont de deux ordres.
ils sont déjà ce qui a été défini à travers la commande tripartite, puisqu'il y a forcément le donneur d'ordre avec lequel on a échangé et qui a des attentes très spécifiques. Donc c'est comment est-ce qu'on a qualifié et spécifié les attendus vis-à-vis du donneur d'ordre. Donc ça, c'est le premier travail avant d'élaborer le contrat et le programme. Et puis les indicateurs qui vont s'élaborer en cours de processus avec la personne. Donc c'est là aussi, la personne est totalement actrice de son parcours. C'est elle qui va dire, à travers un processus qu'on met en place pour lui permettre de le définir, elle va dire voilà, moi c'est ça que je voudrais savoir faire. Ça, j'y arrive pas. Quand je serai capable de, par exemple, de venir présenter mon rapport d'activité devant le CODIR sans trembler et en ayant confiance dans le rapport que j'ai élaboré, là, je pourrais dire que j'ai atteint mon objectif. On va tout de suite transformer une situation vécue comme inconfortable, etc., en opérationnellement, ce sera quoi la situation où on pourra le vérifier. En vérité, il n'y a que ça qui compte. Oui. C'est pour ça que de plus en plus, moi, je préfère travailler en entreprise ou avec les entreprises. Parce que là, on peut pas la raconter, on peut pas dire « Ah ouais, c'était trop bien, j'étais content. » Ouais, sauf que là, ça se mesure justement. Et l'entreprise, elle a les moyens de mesurer parce qu'elle a des plateaux techniques qui permettent la mise en œuvre, le déploiement. Donc ça, c'est hyper rassurant. Souvent, tu sais, les formateurs, moi j'en ai formé pendant des années, là, ils sont toujours dans l'idée de centre de formation. Allez en entreprise, vous allez voir, tout est plus simple en vrai. Parce que ce que vous allez déployer, si ça fonctionne, on va le voir tout de suite. Donc du coup, si ça fonctionne et qu'on le voit, on va encore vous solliciter. Et puis là, on va pas se raconter la messe et on va pas faire semblant. Donc c'est super agréable comme sensation. Tout à fait. Et en tant que formateur, que ce soit pour le formateur ou l'apprenant, c'est vraiment un cheminement. Et on se dit, oui, on est parti de ça, on est arrivé à ça. Et là, il y a vraiment une notion de satisfaction qui est incroyable. Ah oui, oui. C'est ce qui va nous donner envie, qui va nous faire vouloir augmenter notre compétence, qui va nous faire la mettre en œuvre, la déployer, tester, essayer, tenter de se tromper. Tu sais, je dis pas tenter de réussir, moi je dis tenter de se tromper. Ce qui va accompagner justement cette montée en compétence. Il y aurait d'autres choses dont tu voudrais nous parler? Peut-être pour conclure un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'on individualise? Je dirais, c'est qu'on va utiliser toute l'histoire de la personne, que ce soit ses expériences, ses compétences, son parcours. On va aller chercher ses contraintes, ses freins pour identifier ses besoins spécifiques et on va l'accompagner à son rythme. Et je dirais que la méthode, c'est un peu je zoome et je dézoome. Voilà, globalement, voilà de quoi mon service a besoin. Et puis moi, spécifiquement, quand j'arrive le lundi matin face à mon équipe, il y a ça qui se passe. Ok, et là, on rentre dans le concret. Donc ça, c'est un peu pour synthétiser la méthodo et cet aller-retour systématique entre les besoins de l'entreprise et les besoins de la personne. Et puis, juste redire des principes importants du coaching qui n'est pas toujours bien connu, c'est que c'est vraiment un art relationnel. Et c'est un art relationnel qui a pour objectif principal de donner, de rendre l'autonomie à la personne. Là où potentiellement elle en a perdu, où elle n'a pas encore acquis ce qui lui est nécessaire, en s'appuyant sur un grand principe, c'est la mise en action. Donc on va tout le temps de l'intention, du besoin, de la demande au concret. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais expérimenter? Je reviens avec mon expérimentation. Et là, il y a le feedback. Et la personne grandit avec son propre processus de mise en action. Ouais, c'est bien, on peut mesurer, et puis tout le monde peut mesurer. Puis je suis sûr qu'après, quand tu deviens, entre guillemets, plus performant dans ton rôle de manager, tu as une meilleure adhésion des équipes. Et les équipes, si tu as une bonne relation avec eux, vont te le dire aussi. Vont te dire, tu sais, on apprécie bien ça, tiens, ça a changé, c'est génial, quoi, voilà. On a le retour sur investissement immédiat, et on peut, de toute façon, les changements sont durables, l'impact est vraiment là. Et ce que je trouve intéressant d'avoir introduit le coaching dans l'aspect formation, c'est que le coaching, c'est l'art d'apprendre
à la personne à réussir, avec qui elle est, avec ce qu'elle a. Ouais, ça c'est super comme définition. Bien, bah écoute, je te remercie d'être venu partager cette dualité que tu vis entre le coaching et puis la formation. Ouais. C'est, c'était vraiment agréable d'écouter ton partage. J'espère que nos auditeurs vont se régaler à écouter ton témoignage. Je mettrai tes coordonnées s'ils ont besoin d'échanger avec toi. Et surtout, si on a des entreprises qui ont besoin de faire évoluer leur posture managériale et leur stratégie dans un but de développer leur business, bah, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Surtout, je mettrai tous les liens nécessaires pour ça. Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir d'échanger. Eh ben, écoute, sache que le plaisir est grandement partagé et à très bientôt sur le podcast de la formation. Merci.